Merci. Ouais. Bien, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver à notre webinaire. On est à la mi-mai à peu près, puis il pleut aujourd'hui, mais c'est le fun parce que c'est le printemps, puis les verres sont de plus en plus verts dehors. Puis quand je parle de verre, je veux dire les verres, la couleur, pas les verres à boire, mais la couleur est de plus en plus verte. C'est le printemps, puis c'est le fun à voir. Aujourd'hui, justement, on parle de quelque chose de travers, on parle de développement durable, et puis on se pose la question, est-ce que le développement durable peut être un outil de croissance dans une entreprise, dans une organisation? Je suis Catherine Frenette. Oui, et mon PowerPoint fonctionne. Je suis Catherine Frenette, titulaire d'un MBA en management de l'Université de Sherbrooke, où je suis aussi chargée de cours en management à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval. Et je suis également experte en développement des talents et des organisations chez Escalon. Alors, vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn. Escalon, c'est qui? Ben, c'est une compagnie qui a pour mission d'aligner les talents des organisations avec leurs besoins. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, ben, tu sais, quand tu te sens là, sur ton X, tu as l'impression que tu es dans la zone, dans ton travail, ça va bien, tu as l'impression que ça avance, tes trucs. C'est ce qu'on appelle en anglais le flow. Euh, c'est un sentiment qu'on connaît bien d'un point de vue personnel, individuel, mais au niveau d'une organisation, c'est difficile à atteindre pour aider les organisations à atteindre ce sentiment-là d'être sur leur X, d'être dans le flow, dans leur travail collectif au niveau organisationnel. Quand on parle d'aligner des talents à des besoins, ben, l'importance de ça, ben, on cite toujours la même citation d'MIT Sloan Management Review, un article de Donald et Charles Schul qui nous rappelle que les entreprises qui gèrent de manière proactive leurs talents, leur culture, non seulement de manière proactive, mais de manière stratégique, dans le fond, qui en font un actif plutôt qu'une obligation, bien, ces entreprises-là affichent une performance 25 supérieure à la moyenne de leur secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un restaurant pour un restaurant, une épicerie pour une épicerie. Bien, il est midi, c'est pour ça que j'ai faim, je pense à des exemples alimentaires. Ben, ceux qui gèrent leur culture de manière stratégique et proactive, qui voient la culture organisationnelle comme un actif qui les aide à réaliser leur mission, performance en moyenne 25 supérieure à celle de leur secteur. Voilà l'importance d'Escalon. Et voilà, on parle aujourd'hui de développement durable. Puis on se pose, c'est ça la question de savoir dans quelle mesure est-ce que ça peut être un outil de croissance, avoir une vision durable du développement de notre organisation, puis une vision plus équilibrée entre nos objectifs économiques et les objectifs de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire les axes social et environnemental de ce qui entoure notre organisation. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut en faire des leviers de croissance dans une organisation? Un petit mot ici pour expliquer la photo qu'on a choisie, c'est les objectifs en matière de développement durable et de responsabilité sociale qui ont été fixés par les Nations unies. Une belle image qu'on a trouvée qui nous permettait de nous rappeler comment est-ce qu'ils se traduisent dans la vraie vie, ces objectifs de développement durable et de responsabilité sociale? Donc, voilà. Avant de commencer, je vous rappelle, on vous offre la possibilité de partager vos idées pendant notre webinaire ou si vous nous regardez sur YouTube, ben, en nous laissant des commentaires. On vous propose pour ça des mots-clics qui nous permettent parfois juste de lancer une idée plus facilement qu'en commençant à prendre la parole ou à l'écrire dans les commentaires. Donc, on vous propose le mot-clic «aha» pour dire «Hey, j'ai eu une révélation, ça me fait penser à quelque chose que j'ai envie de partager». Le mot-clic «partage» qui sert à dire ben, j'ai juste envie peut-être de donner une référence, une source, une citation, des choses comme ça. Ben, j'ai envie de partager quelque chose avec la gang. Donc, voilà, mot-clic «partage». J'ai une question à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde parce que je pense que ça a rapport avec le contenu de ce dont on parle, puis je pense que ça matcherait bien ici dans la discussion. Ben, mot-clic question. Et puis, ben, j'ai une question, mais peut-être qu'elle n'est pas tout à fait aussi publique, puis j'aimerais peut-être ça qu'on la garde pour après le webinaire, dans une discussion plus privée. Ben, mot-clic rendez-vous, ça nous permet de faire un suivi rapide sur ben, les possibilités de continuer la discussion après notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, est-ce que le développement durable peut être un outil de croissance? Mais avant de rentrer dans le vif de la question, demandons-nous d'abord qu'est-ce que la croissance? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on entend par là quand on parle de croissance? Bien, depuis la révolution industrielle, la croissance dans une organisation, c'est la croissance de ses résultats économiques. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est augmenter la production,
augmenter nos parts de marché par rapport à nos concurrents, augmenter notre rentabilité, nos profits. Dans le fond, c'est l'argent qui nous reste après nos exercices financiers. Quand on a produit, on a vendu, qu'est-ce qui nous reste? Bien, ce qu'on veut faire croître ici, bien, c'est cette production-là, puis cette rentabilité-là, tout en faisant croître notre place sur le marché, donc nos parts de marché. Ce qu'on entend par croissance traditionnellement, ben c'est ça, c'est la croissance essentiellement économique. Puis on a des beaux exemples d'entreprises qui affichent une croissance intéressante au Québec. Je veux vous nommer Dollarama. Dollarama, une entreprise qui, notamment dans les derniers mois, dans les dernières années, a profité parce que c'est un détaillant qu'on appelle à rabais. Dans le fond, on va chez Dollarama pour payer moins cher que chez les concurrents de Dollarama. Dollarama, donc, bénéficie du contexte économique actuel. Donc, on a une source de la presse qui nous rappelle, la presse, pardon, c'est Radio-Canada, qui nous rappelle Dollarama continue de bénéficier de l'inflation. Ben, quand l'inflation augmente, les prix augmentent, c'est la définition de l'inflation. Plus les prix augmentent, plus on a envie de chercher un bon deal, puis il y en a chez Dollarama. Donc, Dollarama va bien. Dollarama affiche un profit et des ventes en hausse. Ben, c'est en lien, évidemment, avec le contexte économique inflationniste actuel. Et puis, ben, Dollarama est donc un exemple de ce qu'on entend par cette croissance économique-là. Ça va bien chez Dollarama actuellement. Pourquoi? Bien, parce que leurs ventes sont en hausse, leurs parts de marché sont en hausse par rapport aux concurrents que sont notamment les épiceries et d'autres détaillants. Et du coup, ben, leurs profits, leurs résultats sont de mieux en mieux également. Est-ce que la notion de croissance économique raconte toute l'histoire? Est-ce qu'on peut se limiter à cette notion de croissance économique-là telle qu'on l'a définie depuis, comme je disais, la révolution industrielle, en disant, dans le fond, la croissance, c'est la croissance de la production, des parts de marché, de notre rentabilité? Eh bien, depuis les années 70, on se rend compte qu'en fait, cette croissance-là ne raconte pas toute l'histoire. Il faut également tenir compte des enjeux sociaux, environnementaux, autour de l'organisation. Au niveau des enjeux sociaux, l'axe social nous rappelle l'importance de parties prenantes comme les clients, les employés, nos partenaires d'affaires, la société civile, les municipalités, les gouvernements, les groupes de pression autour de nous. Il n'y a pas de croissance durable si elle n'est pas en équilibre avec la société dans laquelle cette croissance-là se positionne. Au niveau environnemental également, la gestion des résidus, la gestion de notre consommation d'énergie, notre consommation d'eau, notre production de gaz à effet de serre, tout ça a un impact sur notre capacité à être économiquement viable à long terme. La croissance économique pure peut fonctionner à court terme, mais plus on a des impacts négatifs au niveau social, au niveau environnemental, plus en fait on nuit à l'image corporative de notre entreprise, plus en fait on finit par hypothéquer notre avenir au profit de résultats économiques avantageux au présent ou à court terme. Ce qui nous amène la question, est-ce qu'on peut croître pour toujours? Est-ce qu'il est possible pour une entreprise de maintenir sa croissance éternellement? Milton Friedman, dans la théorie des actionnaires, Shareholder Theory, nous disait la responsabilité sociale des entreprises se résume à augmenter leurs profits. Point barre. Dans quelle mesure est-ce que si on ne s'occupe pas des enjeux sociaux et environnementaux, est-ce que ça demeure possible à long terme? Je veux vous proposer une entreprise de moins en moins québécoise parce qu'elle a été rachetée récemment, Produits forestiers résolus. Vous avez peut-être vu leur gros camion, c'est des produits forestiers, donc c'est des produits du bois, pâte et papier, bois de construction, etc. Dans les autoroutes, on les voit souvent, puis Produits forestiers résolus. Pour eux, ben, la croissance économique dépend de la durabilité de la ressource qu'ils exploitent. La ressource qu'ils exploitent, ben, c'est des arbres, c'est nos forêts. Et donc, il faut maintenir un certain équilibre dans le milieu dans son ensemble, c'est-à-dire les possibilités pour la faune de se développer dans les forêts qu'exploitent Produits forestiers résolus, la présence de caribous, la présence d'activités touristiques également. De tout ça, de tout cet équilibre-là, dépend la croissance, pas à court terme de Produits forestiers résolus, mais sa croissance à long terme. La théorie des parties prenantes, c'est ça, c'est tenir compte des gens et des éléments qui
tourne autour de l'entreprise et de ses activités. Dans le cas de produits forestiers résolus, non seulement les arbres, mais les caribous pourraient être une partie prenante. Évidemment, ils prennent rarement la parole pour eux-mêmes, mais les groupes de pression qui représentent les populations de caribous, on en a beaucoup entendu parler dans les nouvelles avec l'initiative de protection des hardes de caribous forestiers, notamment au Québec, les offices du tourisme des régions où produits forestiers résolus exploitent des forêts. On peut penser aux municipalités autour, on peut penser aux intérêts sociaux des gens qui vivent dans ces régions-là. La théorie des parties prenantes nous indique que la seule croissance économique d'une entreprise à court terme ne garantit pas sa pérennité. Pour faire une image très claire, si Produits forestiers résolus coupaient tous les arbres dans le nord du Québec, ils auraient une excellente année, mais les années suivantes ne seraient peut-être pas tout à fait à la hauteur de leurs espérances. La responsabilité des entreprises n'est plus seulement donc d'accumuler de l'argent vu comme ça, elle est aussi de préserver leurs ressources, préserver leur équilibre dans la société qui les accueille, qui accueille notamment leurs activités. Simon Sinek appuie ce propos. Vous avez une belle photo assez pixelisée de lui dans cette image. Simon Sinek, lui, ce qu'il nous propose, c'est de voir la notion de la croissance comme étant la possibilité pour une entreprise de réaliser sa mission fondamentale. Simon Sinek nous dit « L'argent est le combustible qui permet aux entreprises d'être durables tout en assumant leurs responsabilités. » Être durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à réaliser leur mission. La mission de Produits forestiers résolus, c'est quoi? C'est de vendre des produits forestiers, donc des produits du bois. Réaliser cette mission-là dépend de la capacité de Produits forestiers résolus de compter sur non seulement la ressource naturelle, les arbres, mais aussi de compter sur l'appui des groupes sociaux autour de l'entreprise. Donc, l'argent peut être un moyen d'atteindre cette possibilité-là de continuer d'exploiter de manière durable la forêt québécoise, mais sous la condition pour une entreprise de continuer d'assumer ses responsabilités. Puis ces responsabilités, on en nomme trois. Chez Simon Sinek, il nous en nomme trois. Servir une cause au-delà des tâches opérationnelles. À quoi sert l'entreprise? Est-ce qu'elle sert seulement à accumuler de l'argent, à réaliser des tâches opérationnelles, à couper des arbres puis à en vendre les produits, ou est-ce qu'elle a une mission sociale? La mission, c'est quoi? Pour Résolu, ça peut être de contribuer à l'industrie de la construction en Amérique du Nord, donc de contribuer à construire des maisons pour tout le monde, des maisons de plus en plus confortables grâce aux produits du bois. Ça, c'est une mission sociale à laquelle l'entreprise adhère, ou sinon, elle n'aurait pas d'intérêt à vendre des produits forestiers. Donc, première chose, servir une cause au-delà des tâches opérationnelles, donc une cause sociale qui a une valeur qui propose une notion de création de valeur au niveau social. Offrir à leurs membres un sentiment d'appartenance. Les entreprises ont besoin de compter sur leurs employés à long terme pour continuer de maintenir leurs activités, parce que si je n'offre pas un sentiment d'appartenance à mes employés, je vais moins les fidéliser. Si je les fidélise moins, ils vont moins rester. S'ils restent moins, je peux moins compter sur leur présence pour réaliser ma mission, donc servir ma cause. Et si je n'arrive pas à compter sur la capacité de mes employés à collaborer, à contribuer à cette cause, ça finit par réduire mes capacités opérationnelles, réduire ma capacité à servir cette cause. Troisième point, protéger les gens qui travaillent pour nous. La même chose, protéger nos employés de façon à ce qu'on puisse continuer de compter sur leur collaboration dans la réalisation de notre cause, de notre mission, mais également les personnes qui achètent nos produits et notre environnement autour de nous. Si on ne protège pas nos ressources, si on ne protège pas notre clientèle, on finit par les perdre. Et puis quand on les perd, par définition, l'entreprise n'est plus durable. La notion de développement durable est donc axée, ancrée profondément dans cette capacité de préserver l'avenir. Le développement durable, c'est ça fondamentalement, c'est de continuer d'avoir une exploitation économiquement rentable à court terme, tout en préservant les capacités des générations futures à maintenir ce même niveau de production-là, ce même niveau, dans le fond, ce niveau de qualité de vie dont on profite actuellement. C'est un beau principe. Je pense que toutes les organisations sont d'accord avec l'idée d'avoir une mission qui leur permette de servir une cause sociale, environnementale. Toutes les entreprises comptent sur l'argent comme combustible pour pouvoir être durables, pour pouvoir maintenir leurs activités au service de la cause qu'elles ont choisie. Mais comment est-ce qu'on fait
pour être plus durable, si on voulait être plus durable d'une manière créatrice de valeur, quels outils existent-ils sur le marché? Aujourd'hui, on veut vous proposer la norme BNQ 21000, qui est une norme, BNQ, c'est le Bureau de la normalisation du Québec, donc c'est une norme purement québécoise. Ce n'est pas une norme coercitive, mais une norme incitative, hein, qui compte sur 3 axes. Donc, quand on part du bas, on reconnaît les 3 axes du développement durable. Donc, du bas vers le haut, en commençant par l'axe environnemental, puis l'axe social et l'axe économique. Le développement durable, c'est l'équilibre entre ces 3 axes-là. Et la norme BNQ 21000 nous ajoute l'axe des thématiques transversales. Par transversale, on entend qu'elle touche l'ensemble des thématiques environnementales, environnementales, sociales et économiques aussi. Ces thématiques transversales-là touchent l'ensemble des activités de l'entreprise. On entend la vision, la mission, les valeurs de l'organisation, ce sur quoi l'organisation appuie la cause au service de laquelle elle travaille, hein, pour reprendre le vocabulaire de Simon Sinek, la stratégie de l'organisation, son éthique en affaires, sa responsabilité quant à ses produits et services, puis ses modes de gouvernance. La gouvernance, dans le fond, c'est les outils, les politiques, les conseils et comités dont on se dote pour travailler de la meilleure manière possible, pour encadrer nos activités. La norme BNQ 21000 nous donne des conseils concrets sur tout ça, sur comment profiter des meilleurs outils possibles, profiter des meilleures pratiques possibles dans ces enjeux-là. Au niveau économique, on parle de rentabilité pour assumer la pérennité de l'organisation. On parle de pratiques d'investissement notamment éthique, investissement avec une vision de durabilité sociale, pratiques d'achat et d'approvisionnement qui entrent aussi avec les pratiques d'investissement, et puis l'impact sur le développement local. Au niveau social, on pense aux conditions de travail de nos employés, développement de leurs compétences, la participation de ceux-ci dans la vie de l'entreprise, les relations de travail, les notions d'équité et bien sûr de santé et sécurité au travail. Puis au niveau environnemental, on pense aux matières premières résiduelles, la gestion de notre énergie, de l'eau, émissions de gaz à effet de serre, etc. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, parce que sans une vision consciente, sans une conscientisation sur ces enjeux-là, bien, on n'a pas de vision de durabilité de notre organisation. On adopte une vision à plus court terme. Comment est-ce qu'on fait avec la norme BNQ 21000? Bien, en fait, elle nous offre toute une série de meilleures pratiques sous la forme de grilles qui sont vraiment faciles à utiliser, dans lesquelles, dans le fond, chacun des points, chacune des meilleures pratiques nous indique ce qu'on devrait mettre en place. Par exemple, il existe une politique de gestion de nos matières premières qui nous amène à mesurer notre utilisation de matières premières et à améliorer le rendement des matières premières qu'on utilise. Ça, c'est une des recommandations qui pourrait être faite par la norme BNQ 21000. Il est très facile pour un gestionnaire de regarder cette grille-là puis de dire, est-ce que je réponds oui, est-ce que je réponds non dans mon organisation? Si je réponds non, bien, je réponds non au fait qu'il existe une politique sur la gestion des matières premières. Bien, ça veut dire qu'il est temps pour moi de m'asseoir et de rédiger notre politique de gestion des matières premières et de me donner des objectifs par rapport à ma gestion de mes matières premières. Donc, c'est un outil très pratique qui nous donne des conseils vraiment basés sur les meilleures pratiques en matière de développement durable. C'est tout un travail qui a été fait, notamment ici, à l'Université de Sherbrooke, avec Jean Cadieux, avec lequel j'ai eu le plaisir d'étudier pendant mon MBA. Et ce travail-là est vraiment très concret. Donc, c'est l'avantage de la norme BNQ 21000, contrairement à beaucoup d'autres outils. On a vraiment un guide pratique qui nous montre étape par étape comment faire en fonction du niveau de développement auquel on s'auto-évalue dès le départ. C'est vraiment facile à utiliser. Si on utilisait la norme BNQ 21000 pour regarder comment vont nos entreprises qui sont les plus performantes au niveau économique notamment, quel serait leur score au niveau social, quel serait leur score au niveau environnemental par rapport à leur gouvernance aussi au niveau des thématiques transversales. Est-ce que nécessairement une entreprise qui va bien économiquement a un bon score sur les autres axes en matière de développement durable? Bien, j'aimerais revenir à l'exemple de Dollarama de tantôt. Bien, vous avez peut-être vu Dollarama dans les nouvelles le mois dernier. On nous disait à la toute fin du mois, d'ailleurs c'est assez récent, là, on est au 29 avril, on
On est aujourd'hui 2 semaines après ça à peine. Gaspillage chez Dollarama, alors qu'il est jugé inacceptable, choquant et indécent par les personnes qui ont eu l'occasion d'en entendre parler. Vous avez la source, ben, c'est un article du Soleil qui nous indique en fait que chez Dollarama, ben, si vous êtes déjà allé dans un Dollarama, vous avez remarqué qu'il y a une forte saisonnalité des produits qui sont offerts. D'ailleurs, le mois de juin s'en vient. On va avoir le festival là, de tous les articles d'été, les articles pour la fête nationale en juin, les articles pour la fête du Canada par la suite. Puis cette saisonnalité-là, après ça, c'est l'Halloween qui embarque. Puis après ça, on retombe dans le temps des fêtes assez rapidement. Cette saisonnalité-là fait en sorte qu'on est obligé très régulièrement de faire de la place sur les tablettes. Il y a plein d'articles invendus qui sont souvent encore bons, parfois même des articles alimentaires. On pense à beaucoup de boissons gazeuses chez Dollarama, des jus, des choses comme ça, aussi de la nourriture. Quand on est obligé de faire de la place pour le nouvel inventaire, ben, on est obligé de faire de la place. Donc, on se débarrasse de beaucoup de stocks, beaucoup d'inventaires, d'invendus qui sont tout à fait encore propres à la consommation humaine et qui sont tout simplement jetés aux ordures. Je casse du sucre sur le dos de Dollarama, mais évidemment, ce n'est pas la seule entreprise. C'est parce qu'on en parle parce qu'elle était dans les journaux, mais on peut nommer Couche-Tard, Home Depot qui ont été nommés dans l'article. On peut nommer beaucoup d'autres entreprises qui ont des pratiques avec lesquels on peut être un petit peu moins à l'aise là, justement de jeter des inventaires qui sont tout à fait encore propres à la consommation humaine et c'est souvent des pratiques qui vont même en contradiction avec leur mission. Chez Couche-Tard notamment, parmi les enjeux qu'ils nomment comme étant stratégiques et fondamentaux pour eux, ben, c'est justement la gestion éthique de leur stock. Et pourtant, ben, on se rend compte que dans les faits, on peut nommer la valeur, mais il est parfois difficile de réaliser de réaliser les efforts qui sont nécessaires pour donner vie à cette valeur-là concrètement. Pourquoi c'est important? Ben, l'article cite Virginie Dufour du Parti libéral du Québec qui nous nomme l'enjeu d'une manière assez cristallisée. Elle nous dit, on connaît pourtant le coût environnemental de jeter des déchets, surtout autant de déchets comme ça, encore une fois, qui sont encore propres à la consommation humaine. Donc, on connaît pourtant le coût environnemental de jeter des déchets qui se retrouvent dans nos centres d'enfouissement, donc qui alourdissent le bilan environnemental de notre société. Puis on sait aussi d'un autre côté à quel point les besoins sont grands dans les banques alimentaires au Québec actuellement. Donc, c'est des aliments parfois qui pourraient être revalorisés, des articles invendus qui pourraient être revalorisés, qui ne sont pas revalorisés. Si on regarde cette pratique-là au niveau des 3 axes du développement durable, bien, on peut se poser la question au niveau environnemental, est-ce que c'est durable comme pratique? On pourrait dire que non, ce n'est pas une pratique durable dans le sens où ben, tous ces articles-là qui sont enfouis alourdissent encore une fois le bilan environnemental social de notre société de consommation. Hein. Ça produit des déchets qui ne seront pas traités, qui sont simplement enfouis. Au niveau social, ben, ça favorise une certaine inégalité sociale où on a une catégorie de la société qui est capable d'aller acheter de la nourriture, de payer de la nourriture et de consommer des articles propres à la consommation. Puis on a une portion de la société qui n'a pas accès à de la nourriture ou à des produits de qualité. Une petite portion de la population qui notamment compte sur des banques alimentaires pour se nourrir. Et puis, on a d'un autre côté un gaspillage de nourriture qui pourrait bénéficier ces banques alimentaires-là. Donc, au niveau social, il y a un gaspillage qui n'est pas comme tel durable également. Au niveau économique, est-ce que cette pratique-là est durable pour Dollarama? Bien, moi, je proposerais que dans une certaine mesure, ce gaspillage-là représente une valeur, une création de valeur là, qui n'est pas réalisée pour l'organisation. L'entreprise, ces stocks-là dont elle se débarrasse, elle les a payés aussi. Puis elle les a payés plein prix. Il n'y a pas nécessairement eu de rabais ou pas plus que sur les autres articles. Donc, en fait, il y a un coût économique également pour l'entreprise. Est-ce qu'on est dans un contexte de création de valeur aussi élevé qu'elle pourrait l'être pour l'entreprise? Bien non, en fait, l'entreprise a un potentiel ici inexploité de créer de la valeur qui n'est pas réalisée là, par le fait que cette pratique-là crée plus du gaspillage que de la valeur, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour s'outiller, pour éviter ce genre de pratique-là, pour corriger le tir quand on a des pratiques comme ça dans notre organisation? Encore une fois, je casse du dos sur le... Non, pas du dos, du sucre
Je casse du dos sur le sucre, c'est pas ça, c'est le contraire. Je casse du sucre sur le dos de Dollarama, mais en fait, il y a plein d'entreprises qui ont des pratiques contradictoires avec leurs valeurs, des pratiques comme celle-là qui ne maximisent pas la création de valeur dans l'entreprise. Si on revient à la norme BNQ 21000, ben, celle-ci nous donne beaucoup de pistes de solutions. Puis encore une fois, elle a l'avantage d'être très pratique dans la façon dont elle est rédigée. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur un des points de l'axe des thématiques sociales. C'est le point développement des compétences des employés. Ce que je propose, c'est qu'en fait, plus on responsabilise nos employés, plus on leur permet d'être à l'affût de ce genre de pratiques qui ne sont pas créatrices de valeur, autant au niveau social qu'au niveau environnemental, où on crée peut-être même un passif, hein, on alourdit notre bilan. Et puis, évidemment, au niveau économique également, il y a tout un gaspillage d'une valeur, d'un inventaire, d'un stock qu'on a acheté et dont on ne peut pas réaliser la monétisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre. Quand on est positionné devant une situation comme celle-là, ben, il faut être capable d'en prendre connaissance. Plus on développe les compétences de nos employés, plus on va les responsabiliser, leur permettre d'être à l'affût de ce genre de pratiques-là pour les corriger. La responsabilisation des employés, bien, chez Escalon, nous, ce qu'on propose, c'est que ce n'est pas seulement une question de savoir-faire, mais c'est aussi une question d'habileté humaine, ce qu'on appelait à l'époque le savoir-être. Nous, on aime bien l'expression habileté humaine qu'on estime qui est plus large. Il s'agit de la capacité pour nos employés de tenir compte des enjeux non seulement sociaux, écologiques et économiques, mais également d'en tenir compte dans le contexte de nos enjeux transversaux, donc notre vision, notre mission, nos valeurs organisationnelles, ce qu'on appelle les ESG actuellement, les compétences environnementales, sociales et de gouvernance de l'entreprise, qui se trouvent à être les thématiques transversales dans le vocabulaire de la norme BNQ 21000. Plus on outille nos employés, plus on les forme sur leurs compétences humaines et leur capacité à être à l'affût de ce genre de conflit entre les valeurs, entre les principes ESG, les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance de notre entreprise, et nos pratiques sur le terrain, nos pratiques au niveau des trois autres axes que nomme la norme, c'est-à-dire les axes du développement durable, économique, social et environnemental, mais plus on améliore la capacité de notre entreprise de maximiser la création de valeur à travers toutes les pratiques quotidiennes qu'elle favorise. On vous propose de commencer par un des points qui sont justement, je vous disais, la norme BNQ 21000, elle est pratique. Ça ressemble à une liste de points à faire. Bien, je vous propose le point dans la grille d'analyse, la norme, qui nous propose de créer un plan de formation global et cohérent. La norme nous propose qu'il devrait exister dans notre entreprise un processus d'évaluation des formations et des résultats qui découlent des formations offertes à nos employés dans un but d'augmenter la productivité puis aussi de diminuer l'absentéisme de nos employés. Donc, vous voyez, c'est une recommandation qui est pratique, qui est concrète et puis qui est utile aussi. Ce qu'on espère, c'est que un gestionnaire qui sentirait qu'à l'énoncé, il existe un processus d'évaluation et des formations, ben, je ne suis pas capable de répondre oui dans le contexte de mon entreprise, ben, ça veut dire qu'il est temps pour moi de plancher sur la création d'un tel processus d'évaluation de nos formations et de nos résultats. Puis ce qui est caché derrière, c'est que si on n'a pas de formation et de résultats, de formation puis de mesure de nos résultats, bien, il est peut-être temps de commencer à créer un plan de formation et de le lier aux résultats de notre organisation aussi. Nos résultats économiques, bien sûr, mais aussi nos résultats en matière de mesure de notre impact social et de notre impact environnemental de nos activités. Donc, voilà ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, un bref survol de la norme BNQ 21000 dans une mise en contexte de ce qu'on propose comme étant une opportunité de maximiser la création de valeur dans nos entreprises, toujours avec l'idée que plus on a des meilleures pratiques qui sont concrètes, qui sont nommées, qui sont répertoriées à travers des outils comme la norme BNQ 21000, bien, il suffit de les lire, ces meilleures pratiques-là, puis de regarder dans quelle mesure est-ce que je suis capable de les ajouter, de les implanter dans nos processus d'affaires, dans nos processus opérationnels, dans notre organisation. Toutes les réponses sont là si on veut tout simplement lire la norme. C'est vraiment un outil très pratique qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui.
Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vous propose toujours de partager avec nous avec quoi vous repartez, avec quelles leçons. Et puis, ben, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec nous pour discuter de ce que ça peut vouloir dire pour votre organisation, des cas particuliers, oui, mais moi, je voudrais savoir, ou encore si vous voulez la référence bibliographique complète de la norme BNQ 21000, ben, il suffit de prendre rendez-vous avec nous. Notre prochain webinaire, puis je me rends compte qu'on n'a pas actualisé la prochaine diapositive. Fait que je vous la... Ah oui, on parle de tableau de bord de gestion. On va avoir du fun parce qu'on parlait justement de mesures et d'évaluation de nos résultats. Ben, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, pardon, le 28 mai, on se pose la question de savoir, c'est bien beau mesurer, mais comment est-ce qu'on fait? Puis par où est-ce que je commence pour mesurer mes résultats en organisation? Rendez-vous dans 2 semaines, le 28 mai prochain. Merci. Bonne fin de journée.